Il y a eu un emballement. On a vu arriver aussi des gens qui étaient des BIM managers, des gens qui avaient travaillé sur des projets hors France, où en fin de compte on était sur des joint ventures, où tout le monde était en gros pour travailler, et les choses se faisaient d'une façon, alors souvent avec un format propriétaire. J'ai rien contre les formats propriétaires, et ils étaient les maîtres du jeu, quoi. Alors moi je les appelle les ayatollahs du BIM. Quand on a pris les choses d'une façon, je dirais, un peu plus terre à terre, et en fonction du vouloir, de la capacité des gens, et ben, les gens ils ont commencé à s'approprier le système. Puis une fois qu'ils se l'ont approprié, ils se disent mais pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait plus tôt? Et il y a des gens qui l'ont fait pas du tout par obligation. Ils l'ont fait parce qu'à un moment, ils ont découvert, et puis ils se sont dit, mais bon, bah oui, c'est quand même, il y a quand même une intelligence. Le revirement de situation, parce que bon, le format IFC, création de Munismark International, 1995, c'est pas hier. La France a adhéré en 1996, c'est-à-dire qu'on a eu un chapitre français de Munismark International en 1996. On était, alors bon, j'ai l'impression de me rabocher depuis tant d'années, mais dans la notion de Game Boy, on était dans le visuel. Et je te fais tourner, je peux couper, je fais un scan, on voit tout. Et les gens du bâtiment, et les pros, disaient mais ça c'est fait pour les gens qui connaissent rien. Moi j'ai toujours tendance à dire, à un concours, un maître d'ouvrage demande une maquette en balsa ou en carton du projet pour le comprendre, ou aussi pour un outil politique pour dire voilà ce que ce bâtiment il va faire, et puis comment est-ce qu'on peut, si on fait une maquette où on a représenté l'environnement, voilà, on pose la maquette ici, et voilà dans l'environnement, le bâtiment, comment il s'insère. Et puis les pros disaient mais nous, moi quand je vois une vue en plan, quand je vois une coupe, quand je vois une façade, je comprends comment ça se passe. J'ai pas besoin de ça. Quand on a mis en avant que ce qui était important, c'était la donnée qui était rattachée à l'objet, et que cette donnée, on pouvait la prendre en considération sur le cycle de vie d'une construction, là, économiquement parlant, il pouvait y avoir un système qui était développé. C'est-à-dire que la donnée, elle allait servir à plein d'acteurs. Et si on avait un raisonnement global, c'est-à-dire que quand une donnée elle est bonne, que quelqu'un gagne du temps pour trouver cette donnée, automatiquement, à un moment, ça génère une économie. Quand je viens remplacer une pièce d'un élément dans un bâtiment et que j'ai toutes les données par rapport à cette pièce, j'ai pas besoin de me déplacer, je vais pas perdre du temps à prendre quelqu'un, aller venir sur place, voir et tout, c'est bien cette pièce, nani, nana, aller chercher cette information. Peut-être que les informations, on ne les aura pas parce qu'on a perdu les documentations et tout. Donc c'est-à-dire qu'en face, on mettait bien en évidence que la donnée avait une valeur. Et donc là, les gens ont commencé à se dire, si on sait, ça va aller mieux. Anecdote, aujourd'hui, on est pollué, aux deux sens du terme, par l'amiante. Imaginons qu'on ait utilisé la maquette avec des renseignements sur les objets, et qu'aujourd'hui, d'un clic, on serait en capacité de dire de l'amiante, il y en a ici, il y en a là, il y en a là, parce que quand on l'aurait mis en œuvre, on savait tous qu'on mettait de l'amiante en œuvre, quand on faisait un flocage, un calorifugage, qu'on venait mettre un plafond dans la fiche technique, ou dans une dalle vinyle amiante, ça portait bien son nom. On savait qu'il y avait, sauf qu'aujourd'hui, on en a perdu la trace. Qu'en utilisant la maquette, alors, ça veut dire qu'on aurait dû utiliser cette maquette il y a une soixantaine d'années, voilà, on n'aurait pas la problématique. Et donc là, les gens, il y a eu un déclic. Notre association, Média Construit, qui est maintenant venue Munismark France, c'est mieux communiquer pour mieux construire. Et ça, c'est important. Et le fait de pouvoir avoir des interférences entre les métiers, avec des données qui sont sûres et bien calibrées en fonction du besoin, on voit que voilà, c'est évident que c'est un outil qui doit permettre de faire avancer les choses. Parce que je vais mettre à disposition un outil qui va pouvoir me permettre d'échanger, de communiquer. Et puis surtout, il faut bien penser qu'un gestionnaire de patrimoine, la phase de conception, la phase de réalisation, elle est très courte. Et les gens, ils se connaissent. Okay, quand on remet les clés et qu'on rentre dans la partie gestion du patrimoine,
Mais il y a des gens qui récupèrent un bâtiment, c'est comme le mec à qui on donne une voiture, on lui donne les clés, mais il ne sait pas ce qui s'est passé en amont, et c'est lui qui va la faire fonctionner. C'est les mastodontes, mais pas que. En fin de compte, on a la chance en France, alors moi je le dis, parce qu'on nous a reproché au niveau de notre association à un moment qu'on avait des gros. Mais je dis, mais heureusement qu'on a des gros. Voilà. Et quels que soient les secteurs, parce qu'on a la chance d'avoir des gros qui ont compris que de toute façon, le BIM, il était ensemble. On ne va pas développer un truc chacun dans notre coin. On va mettre les choses sur la table. Après, il y a la partie commerciale qui va jouer. Mais il y a plein de choses qu'on peut développer. Et eux, au sein de l'association, ben, ces acteurs ont accepté de faire partager aussi bien leurs réussites que leurs échecs pour faire avancer les choses. Et donc, à un moment, je disais, nos majors, aussi bien de l'ingénierie, des constructeurs, des industriels, ont pris des TGV parce qu'ils voulaient aller vite. Malheureusement, ils n'ont pas pris le bon quai, donc le TGV, il n'est pas allé dans la direction dans laquelle ils voulaient. Donc, ils sont revenus. Bon, après, il y en a d'autres qui ont décidé peut-être de prendre un TER. Ils y sont allés graduellement, mais chacun a donné son retour d'expérience. Et ça a permis, je pense, de gagner beaucoup de temps. Parce que, moi je vais être franc, moi je suis un cabinet d'économie, j'ai 7 personnes. Si je me mets à faire de la R&D, ça risque de me coûter cher. Si je gagne, très bien. Si je perds, c'est un peu plus compliqué. Quand je suis dans des grands groupes, ils ont une fonction de R&D. Donc c'est normal. Et là, vraiment, moi j'ai été très surpris de voir que ces gens-là acceptaient, les gens qui sont concurrents dans la vie, acceptaient de se mettre autour d'une table pour faire avancer les choses. Donc nos amis majors, même chez eux, d'une région à l'autre, ils n'ont pas forcément la même façon de s'approprier le BIM. Parce que le BIM, moi je dis, c'est 20% de technologie et 80% d'humain. Et mon collègue président du chapitre américain me dit, non, Pierre, c'est 10% de technologie et 90% d'humain. Par contre, il faut des standards. Il faut des standards, il faut que les choses soient normées, parce qu'il faut que les choses soient bien organisées. C'est qui on pourrait dire, les évangélistes du BIM qui doit sonner la charge en priorité? Alors moi je dis en priorité c'est le maître d'ouvrage. Okay. Il n'y a pas de secret. C'est-à-dire qu'on ne peut pas concevoir l'utilisation du BIM, aller dans une logique de coût global. Bon, où est-ce qu'on dépense le plus d'argent en coût global? 75% gestion maintenance, 25% investissement. C'est qu'il y a un moment, il faut rendre moins étanche la paroi entre le budget d'investissement et le budget de fonctionnement. Le coût global, ben oui, c'est bien, c'est-à-dire que je fais un complément d'investissement pour faire des économies sur le fonctionnement. Mais si ce n'est pas le même portefeuille, on n'en a rien à faire. Et ben le BIM, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est tous conscients que le BIM est en capacité de répondre notamment aux demandes de rendu de la loi MOP, hein, de faire ce que la loi MOP nous demande de faire. Mais on est capable de faire beaucoup plus. Et ces choses qu'on est capable de faire beaucoup plus, il y a une partie qui est indolore parce que ça nous sert à faire notre boulot au quotidien, quels que soient les acteurs, mais on est en capacité de mettre en place de l'enrichissement de données qui vont servir après pour celui qui fait la gestion et la maintenance. Quand on est sur des bailleurs sociaux, eux ils gardent leur patrimoine, ils vont l'entretenir, donc ça les intéresse, et d'ailleurs ils ont été moteurs sur la démarche BIM pour la gestion patrimoniale, parce que eux, le patrimoine ils gardent sur les bras. Quand on est un investisseur, je vends un bien, après bon, il vit sa vie. La démarche aussi, on a vu, c'est le monde de l'industrie. Le monde de l'industrie, le bâtiment n'est que le parapluie qui habite le process. Et si le parapluie, dans sa gestion et sa maintenance, vient perturber le process qui, lui, vous fait gagner votre vie, ça ne va pas. Donc quand on voit des gens comme, par exemple, Airbus, qui sont préoccupés du sujet, ou Aéroport de Paris, ou Gare et Connexion, qui ont dit, déjà, on peut avoir suffisamment de problèmes autres, si en plus le bâtiment vient nous créer des problèmes, donc comment est-ce qu'on peut optimiser notre gestion patrimoniale pour que, au final, notre process ne soit pas perturbé? Eh bien, ils se sont rendus compte que le BIM était l'outil.
On est dans une démarche de développement durable. Stocker de l'information, ça coûte de l'énergie. Manipuler de l'information, ça coûte de l'énergie. Donc il faut vraiment avoir une information qui est ciblée et calibrée aux besoins. On n'a pas besoin de tout. Et en plus, je veux dire aussi d'avoir des images où on a l'impression qu'on est dans le bâtiment. Quand on y est, ok, mais ça c'est mangeur d'énergie, c'est mangeur de mémoire. Il faut calibrer le besoin. Et on a parlé des LOD, Level of Detail, c'est-à-dire que ça c'est dans la représentation graphique. On a parlé du LOI qui est Level of Information. Qu'est-ce que j'ai besoin comme information? Et ça, en fonction des phases dans lesquelles je me trouve. Aujourd'hui, on parle du loin, Level of Need, le besoin. Et le besoin, c'est la conjugaison des deux. C'est peut-être que c'est du graphisme développé et une information très minime, parce que mon besoin, il est là. Et parfois, ça peut être physiquement, graphiquement parlant, quelque chose de très simple, qui va être juste je sais pas, un repère qui est conventionnel pour un ouvrage, par contre, avec une foultitude d'informations. Et aujourd'hui, la notion de LOD et de LOI, elle est en train un peu de disparaître. On parle plutôt de cette notion de loin, quoi. Le niveau du besoin. Et ça, c'est ça qui est important. Et le besoin, il est différent en fonction des acteurs. Mais si tout est bien calibré et bien organisé, eh ben, celui qui va faire la gestion et la maintenance, théoriquement, il va trouver ce dont il a besoin. Au minimum, mon plombier, il faut que je lui apprenne à être un spectateur du BIM. Au lieu de déplier des plans et puis de regarder des pièces, c'est que d'ouvrir une maquette et d'avoir les éléments dont il a besoin. Il n'a pas besoin de tout. Il a besoin de certains éléments. Donc déjà, la personne, elle voit en 3D le bâtiment, et je pense que elle, pour passer ses tuyaux, c'est quand même plus intéressant que de... Bon. Après, cette personne, elle est spectateur. Alors aujourd'hui, elle peut devenir il peut être contributeur en disant, en marquant sur un papier, je veux ci, je veux ça, je veux ça. Bon. Et par le biais du BCS, il peut apprendre à mettre un post-it sur le plan, sur la maquette, et dire, moi là j'ai besoin d'une réservation de tel diamètre, à telle distance, de là à là. Bon. Et puis après, par l'intermédiaire du BCF, il va pouvoir échanger avec le bureau des structures qui va lui dire, non, là, je ne peux pas la faire parce qu'on n'est pas dans la fibre neutre de la poutre, là, vous êtes en plein dans le dur, donc ça ne passera pas. Ok. Et puis peut-être que demain, il y a un outil qui va s'appeler Resa Plombier et qui va permettre au plombier de poser sa réservation. Mais comme on est dans une maquette et qu'on a toutes les informations, il va pouvoir la poser là et la maquette va lui dire, ah non, tu peux pas ici parce que là on est dans la poutre et on est dans la ferraille et ça passera pas. Comment est-ce qu'on fait pour utiliser ces informations à bon escient en fonction du besoin sans faire peur? Parce qu'aujourd'hui, vous ouvrez une maquette, qu'est-ce que je vais faire de tout ça? C'est vrai que quand on a un outil qui permet de faire le maximum de choses, c'est très bien, à une condition, c'est que cet outil, il accepte d'aller chercher et de recevoir de l'information des autres. Hein, parce qu'il y a un moment, on ne sait pas qui va venir se greffer sur la maquette. Qui va avoir des besoins. Donc, c'est bien d'avoir des outils qui font un maximum de choses parce qu'on a un besoin. Comme ça, on se sécurise un peu. Et il faut que cet outil, il soit ouvert sur les autres et aussi, il faut qu'il puisse exporter vers les autres. Donc, le système ouvert est important parce que quand on confond un outil qui est sur une phase très courte, on peut se dire on peut travailler dans un univers fermé. Quand on est dans une réflexion de cycle de vie, on part sur la longueur et on part sur une multitude d'acteurs. Et le besoin qu'on a aujourd'hui, ce n'est pas forcément le besoin qu'on aura demain. Ce qui était fait avant, c'est qu'on partait de l'amont vers l'aval.
Et nous, on a dit, non, le BIM, il se prend à l'envers. Il se prend de l'aval vers l'amont. Utilisateur en premier. Oui, Ok. en bas. Et après, on remonte. Et on voit au passage comment, en fonction des demandes de l'utilisateur, est-ce que déjà on le fait, donc il n'y a pas de souci. Si on ne le fait pas, ben, ça veut dire qu'il faut le mettre en place. J'ai une image qui est un peu triviale, et ça avait fait rire Mangon là, de chez Autodesk. Je lui avais dit, bon, le BIM, oui, c'est la transparence, faut se mettre, oui, on se met nu, mais il faut garder le slip. Dans le sens que, il y a tout à l'heure, je disais que nos amis, les grands groupes, se mettent autour d'une table pour discuter. Ils ne mettent pas tout sur la table. Ils mettent ce qu'il y a besoin pour échanger avec les autres, qui sont les mêmes interlocuteurs. Bon. Et il y a un moment, il y a un savoir-faire. Et ce savoir-faire, j'ai pas envie que tout le monde le connaisse, mon savoir-faire. Donc ça, je vais me le dégager dans mon univers fermé, et après, je le mettrai à la disposition des autres, ce dont les autres ont besoin pour faire leur travail, et moi, les informations que j'ai besoin des autres pour faire mon travail. Moi, aujourd'hui, quand je vois un maître d'ouvrage qui, dans le cadre d'une consultation, glisse une ligne, cette opération aura une démarche BIM, je dis, c'est tarte à la crème, là. Par contre, quand j'ai un maître d'ouvrage qui, au stade d'un concours, d'une consultation, fournit un cahier des charges, une charte BIM, en disant, voilà moi ce que... Après, vous faites ce que vous voudrez. Après, vous ferez votre convention BIM pour répondre à vos ordres, mais qui définit qu'est-ce qu'il a besoin, à tel moment, le niveau de l'information, les informations dont il a besoin, et au final, comment est-ce qu'à partir de ça, il va gérer son patrimoine. Ok, je dis là, ça y est, il a compris. Les outils, c'est pas un frein. Le point important, c'est les hommes. Et aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est que c'est la formation. Et de la formation, pas seulement pour faire des ingénieurs, mais aussi des gens qui travaillent dans des CFA, des gens qui travaillent CFA de maçonnerie, de charpente, qu'aujourd'hui, dans ces formations, eh bien, il y a du BIM. Et il y a du BIM qui correspond à leurs besoins. Et la personne qui ferra une poutre en béton, il n'a pas besoin de la même formation que l'ingénieur qui a calculé la ferraille. Donc il faut adapter l'outil aux besoins. Et nous, au niveau de l'association, on est en train on est venu nous voir pour ça, pour labelliser des formations. Et on a labellisé des formations, aussi bien on a labellisé la formation de l'école des ponts, okay, qu'on a labellisé la formation du CFA de Saint-Benoît chez moi pour les charpentiers. Okay. Et donc, voilà, aujourd'hui, on voit bien que on a des gens, quel que soit le niveau, qui vont avoir cette culture. Alors, il ne faut pas... Je pense que là, le mot transition, on a connu une période où on avait des gens qui étaient très bons dans leur métier, et en face d'eux, on leur a mis des gens qui étaient très bons dans une technologie. Et ces gens de la technologie, et tout à l'heure je parlais du mot ayatollah, ils ont voulu imposer leur truc. Ok, eh ben non, ça ne peut pas marcher. Aujourd'hui, on a des gens qui ont un savoir. Moi, je suis émerveillé de voir des gens, des charpentiers qui n'ont pas d'outils et qui sont capables de tracer des charpentes. Et voilà, les trigots, tout ça, ils ont ça dans la tête. Eux, ils l'ont dans la tête. Eh ben, aujourd'hui, ces gens-là, ils travaillent avec des acteurs qui, par le biais de la technologie, vont pouvoir les faire matcher. Ça, c'est aujourd'hui. C'est pas que dans les écoles d'architecture, parce que si on a des maquettes que fait par des architectes, il n'y a personne qui savent les utiliser. Par contre, que au niveau de la charpente, au niveau de la métallerie, ben, quel que soit, au niveau des bacs pro, voilà, au niveau des CFA, au niveau des apprentis, eh ben, ils aient déjà cette culture. Et ces gens-là, ils ne vont pas avoir de soucis. Déjà être spectateurs. Hein, et après, on va devenir contributeur. Et puis après, on va devenir un peu censeur. Et après, tout le monde n'est pas en capacité de créer les objets au départ.
Mais si il y a des gens qui créent des objets, mais il n'y a personne qui sont capables de les lire, ça sert strictement à rien. Donc il faut inverser un peu la vapeur. Et il y a plus besoin de... Aujourd'hui, il y a plus de gens qui ont besoin de savoir lire une maquette que de gens dont on a besoin de gens qui savent créer une maquette. Donc c'est l'exploitation de la maquette qui est importante. Parce que derrière, voilà, si on regarde la pyramide, voilà, entre les gens qui conçoivent et les gens qui utilisent, eh ben, il y a beaucoup plus de monde qui utilise que des gens qui conçoivent. Et les solutions que vous développez, elles sont faites, alors, soit elles sont séquencées, parce que ce n'est pas forcément les mêmes acteurs qui ont besoin de tous les outils, soit on a aussi des endroits où, en fin de compte, on a c'est des acteurs à l'intérieur du même univers qui utilisent l'outil. Moi, j'ai tendance j'aime beaucoup la musique, je dis un morceau de musique, il peut être joué par une personne au piano, parce qu'il y a eu un arrangement, ou il peut être joué par un orchestre symphonique. C'est le même morceau, sauf que les notes, elles sont distribuées de façon différente. Et les notes, elles s'accordent. Elles sont dans un univers open. Donc, c'est de se dire, les outils, ils peuvent être séquencés en fonction des acteurs, mais par contre, il faut qu'il y ait une liaison, parce que si c'est séquencé et que ça ne matche pas, on va revenir à notre univers des silos, quoi. Mais au départ, on part d'un besoin, et puis au fur et à mesure qu'on a un besoin, on se rend compte que quand on remonte, il y en a d'autres qui ont des besoins différents, mais que notre démarche, elle peut répondre à leurs besoins. Donc on va adapter notre outil à leurs besoins, mais avoir un continuum de l'information. Et surtout, il y a un point qui est important, un point qu'on n'a pas abordé, c'est l'assurance. Je fais quelque chose et je suis assuré pour ce que je fais. Okay. Moi, je suis assuré pour faire de l'économie de la construction. Je ne suis pas assuré pour faire un calcul thermique ou pour faire une descente de charge. Donc, si chacun respecte et fait ce sur quoi il est en capacité, s'il y a un problème un jour, de sortir l'assurance et dire, moi, ok, j'ai fait ça, je me suis trompé, mais je suis assuré. Que de se retrouver à dire, moi j'ai fait ça, mais je ne suis pas assuré. Je vais prendre l'exemple tout bête. Je fais une détection de clash entre une poutre et un tuyau. C'est BET fluide qui dit le tuyau, je le descends. C'est pas le BET structure qui dit je descends le tuyau. Et l'effet inverse, c'est pareil. C'est pas le BET fluide qui dit je passe mon tuyau dans la poutre. Voilà. C'est tout ça. Chacun garde sa responsabilité et fait son métier en utilisant des outils de communication, d'échange, de production de la donnée différents, mais au final, tu fais pourquoi tu es assuré. Et si on fait ça, ça doit bien se passer. Merci Pierre.